sur ma chaîne YouTube Sophie Énergie. Donc, c'est la première interview pour moi également sur ma chaîne. Donc, j'espère que je vais donner le meilleur et que ça va super bien se passer. En tout cas, merci d'avoir accepté Merci. cette interview. Alors, Bonjour, merci. avec plaisir. Alors, du coup, si j'ai bien compris, toi, tu fais de la médecine ayurvédique, donc c'est une médecine qui est d'origine indienne et qui va englober différentes choses, notamment l'alimentation en fonction du style de personne. Tout le monde ne doit pas manger pareil. Il y a des compléments alimentaires, il y a des pratiques corporelles, type yoga, massage, et puis des choses donc, plutôt de l'ordre d'écoute de soi et de spiritualité. Du coup, Rita, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que la médecine ayurvédique? Quels en sont les principes? Oui, alors, la médecine ayurvédique, en fait, déjà, Ayurveda, ça veut dire, Ayur, c'est la vie, et Veda, c'est la science. Donc, très souvent, on traduit ça comme la science de la longévité. Mais en fait, Ayur, il faut comprendre que Ayur, c'est un verbe. Donc, en Ayurveda, on voit la vie d'une façon quelque chose qui est toujours mouvant, ok? C'est pas quelque chose de statique. Donc ça, c'est très important déjà à comprendre. C'est qu'on traduit Ayurveda par une médecine, mais en fait, si on traduit à la lettre, c'est plutôt une biologie, ok? Et on va étudier la vie, on va étudier l'être vivant. Et donc, selon cette médecine, on va aider les gens à établir leur état de santé. Mais pour nous, la santé, elle n'est pas uniquement physique, elle est physique, mentale et spirituelle. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir tout un tas de notions qui vont être plus liées au physique et des notions qui vont être plus liées à tout ce qui est spirituel. Donc, cette médecine, elle repose sur les 5 éléments. En fait, selon l'Ayurveda, tout sur Terre est constitué de espace, air, feu, terre et eau. Et en fait, ces 5 éléments, ils vont se modeler, ils vont se rejoindre pour créer 3 énergies qui sont Vata, Pitta et Kapha. Et donc, tout le monde en Ayurveda, qui a lu un petit peu sur Ayurveda, va connaître ces 3 fameuses énergies, Vata, Pitta et Kapha. Et ces 3 énergies, elles vont se retrouver partout. Et on va parler d'une histoire d'équilibre. Donc, l'équilibre, on l'a quand Vata, Pitta et Kapha sont équilibrés. Et quand ils sont déséquilibrés, on va être dans un état de dosha vriddhi, c'est-à-dire dosha déséquilibré, parce que les 3 énergies s'appellent dosha. Ou dosha vikriti, c'est un synonyme de déséquilibre, donc que souvent on traduit par maladie. Ok. Du coup, comme c'est une médecine du corps et de l'esprit, on va parler d'alimentation parce que tout selon l'Ayurveda et tout notre corps, il est créé par toutes les substances qu'on met dans la bouche, ce qu'on appelle les dravyas. Donc, dans ces substances qu'on met dans la bouche, on a l'alimentation, tout type d'aliments, mais on va avoir aussi des plantes, des huiles, d'autres substances, des épices, etc. Et on va voir aussi tout ce qui est la nourriture par le soleil, tout ce qui est la nourriture par l'eau, tout ce qui est la nourriture pranique, donc cette énergie cosmique qui nous entoure. Et on va voir aussi des pollutions, comme les pollutions mentales, qui viennent de l'extérieur ou qui sont créées même à l'intérieur de nous. Donc finalement, c'est une médecine qui est très vaste. On a aussi les soins corporels, comme tu parlais, donc les massages, la Vyanga qui est très connue en Ayurveda. Toutes ces choses-là, l'idée, ce qu'on vise à faire, c'est équilibrer les 3 doshas. Okay? Parce que les 3 doshas, ils existent toujours à l'intérieur de nous. On a une carte d'identité, entre guillemets, à la naissance. Donc, on a une certaine constitution des 3 doshas. C'est pour ça que des fois, par exemple, moi, je suis Vata Pitta. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas Kapha dans ma constitution. J'ai les 3. Mais c'est juste que Vata et Pitta, ils sont plus importants. Si à un moment donné dans ma vie, à un endroit précis dans mon corps, par exemple, si à un niveau de mon intestin grêle, il y a mon pitta, l'intestin grêle, c'est le siège de pitta, c'est là où il habite, on va dire comme ça. Si à un moment donné, pitta, il est trop élevé au niveau de mon intestin grêle, parce que j'ai mangé trop épicé ou parce que j'ai fait
des choses qui ont fait créer cette augmentation. Là, je vais avoir des aigreurs. Par exemple, je vais avoir des remontées gastriques, des choses comme ça. Ou ça peut donner d'autres symptômes. Et ça, c'est tout le défi du thérapeute de trouver quel est le dosha qui a augmenté, pourquoi, etc. Pareil avec notre mental. Par contre, dans notre mental, en plus des 3 doshas, on a ce qu'on appelle sattva, rajas et tamas. Et ça, c'est très connu des profs de yoga. Donc, ce sont 3 gunas, 3 attributs. Certains médecins ayurvédiques disent qu'ils sont les 3 des doshas du mental. Et ce sont 3 doshas qui vont faire en sorte qui vont faire un petit peu la notion de comment on réagit dans la vie, notre comportement, notre attitude mentale. Donc, je vais peut-être expliquer dans des moyens un peu plus concrets. Si je parle trop, tu me dis. Non, c'est parfait. Là, du coup, je suis partie. Alors, du coup, juste si on peut résumer, la santé, c'est l'équilibre entre ces 3 doshas en fonction de notre constitution. Par exemple, si on a une constitution Kapha, on reparlera des doshas plus en détail tout à l'heure, c'est une constitution Kapha, eh bien, il faut que Vita, Kapha et Vata, Pitta et Kapha soient équilibrés en fonction de notre constitution. Donc, c'est-à-dire on a chacun un équilibre qui est différent. Et donc, les conseils qui vont être appliqués, ils vont être différents à chacun et il ne faut pas copier sur le voisin, quoi. Exactement. Ça, c'est la grande nouveauté de l'Ayurveda par rapport à l'allopathie et même, je dirais, par rapport à la naturopathie, parce que je suis aussi naturopathe et on a beaucoup moins cette notion en naturopathie, c'est que chaque personne est différente. Et ça, on l'étudie vraiment. On a cette notion en naturopathie que chaque personne est différente, mais en Ayurveda, on l'étudie concrètement par des moyens qu'on étudie, d'évaluer ça. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais les doshas, ce sont des gérants, c'est-à-dire on a toujours les 3 doshas. Mais quand on est né, en fait, au moment de notre conception, au moment que maman et papa font l'amour, il y a les 3 doshas de maman, les 3 doshas de papa. Donc, ça veut dire leurs états de naissance et leurs états de déséquilibre. Ok, donc les deux. De chacun, plus les doshas qui sont présents dans l'environnement, parce que les doshas, ils sont présents partout, ok. Les doshas qui sont présents ce jour-là, à ce moment-là, à cet instant-là précis, tout ça relié, aussi que les conditions de l'utérus, de la maman et tout un tas de choses, ça va créer notre prakriti, notre constitution de base. Okay. Donc, on a les 3 doshas. On peut avoir une constitution simple, où on a une dominance d'un des 3 doshas, par exemple Vata sur les autres 2. Une constitution double, c'est ce qu'on voit le plus souvent, par exemple moi, Vata, Pitta. Et après, on peut avoir une constitution tridoshique qui est très rare, donc c'est la personne la plus équilibrée, on va dire. Okay. Alors, juste pour expliquer un petit peu du coup quels sont les 3 doshas. Le Vata, il est constitué de air et d'espace. Du coup, il va avoir toutes les caractéristiques de l'air et d'espace. Donc, quand on pense à l'air et l'espace c'est vaste. Et l'air, il bouge dans tous les sens. Donc, Vata, c'est l'air qui bouge à l'intérieur d'un espace. Ok ? Ça fait quoi ? Au niveau de son mental, un Vata, c'est la personne il risque de partir dans tous les sens. Vous voyez ? Donc, c'est un truc comme ça et il a tendance à varier beaucoup. Quand il est équilibré, le Vata, il est stable. Mais au moindre déséquilibre, le Vata, c'est celui qui va partir dans tous les sens. Il est rapide, il est froid. Il va avoir. C'est comme ça qu'on va évaluer les caractéristiques d'une personne ou d'une maladie. C'est en fonction des caractéristiques. Donc voilà, le Vata, il est froid, il est léger, il est subtil, il est très bougeant, mouvant. Voilà. Donc ça doit être des gens qui vont être minces et qui ont des idées plein la tête. Exactement. Beaucoup de créativité aussi, peut-être. Alors, du coup, c'est la peau de ces personnes-là est tout le temps sèche, parce que si on imagine le vin, il assèche notre peau. Donc, c'est les personnes qui ont la peau très sèche. Elles sont très fines, très secs. Le corps est très sec. Ils ont beaucoup de mal à créer des tissus. Ils peuvent manger beaucoup et ils ne grossissent pas.
Ils ont une variabilité dans tout. Ça, c'est déjà quand ils sont dans les déséquilibres, c'est-à-dire que un jour ils ont faim, un jour ils ont pas, un jour ils veulent être astronautes, l'autre jour ils veulent travailler dans un bureau. Ils changent tout le temps d'idée de tout le temps. Un jour ils veulent courir, un jour ils veulent rester tranquilles, un jour ils veulent se coucher à minuit, l'autre jour ils sont très fatigués à 21h. Ça part dans tous les sens, ok. Après, on a le pitta. Le pitta, c'est constitué de feu et d'eau, et plus spécifiquement, c'est le feu continu dans un milieu qui est liquide. Donc, dans notre corps, ça va être représenté par exemple, le sang qui circule dans nos veines, etc. Notre feu digestif, qu'on parle beaucoup en Ayurveda, même si c'est un concept quand même à part, différent de pitta. Et du coup, les personnes qui ont cette constitution dominante, ce sont les personnes qui ont chaud tout le temps. Et c'est les personnes qui ont la couleur un petit peu rougeâtre. C'est les personnes qui ont des yeux très éclatants. Par exemple, mon regard, il est très vif. Le blanc de mes yeux, il est très vif. Donc ça, c'est vraiment les pitta, plus particulièrement un sous-dosha qu'on appelle la lochaka pitta. Donc, c'est des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent. Ok, au contraire du vata qui change des idées tout le temps. Le pitta, c'est celui ça donne des grands chefs d'entreprise, savent très bien déléguer les tâches, faire les choses. Ils sont très directifs. Et après, s'ils sont déséquilibrés, ils vont avoir tendance à être un petit peu dans la tyrannie parce qu'ils sont dans le contrôle. Et quand ils sont un petit peu déséquilibrés, ça va tomber dans les colères, dans les irritabilités et un petit peu dans la tyrannie. Ça peut tomber comme ça. Au niveau physique, si c'est un excès, c'est pareil, les aigreurs, tout ce qui est sorte d'inflammation dans le corps, il y a toujours pitta qui est là-dedans, qui est mélangé, etc. Okay. Et voilà. Et puis, on a le kapha, qui est donc constitué de terre et d'eau. Et le kapha, c'est donc celui qui est plus stable, c'est celui qui est plus dense aussi, parce que il est composé des éléments qui sont les plus denses. Donc c'est cette personne qui a une démarche beaucoup plus lente. C'est le petit enfant à l'école qui prend beaucoup de temps à comprendre une chose, mais quand il a compris, il l'oubliera jamais. C'est une stabilité incroyable. Alors que le vata, il capte tout de suite, mais il oublie juste après. Et le kapha, il prend longtemps. Voilà, c'est la personne qui a 2-3 amis depuis son enfance, il les garde toute sa vie. C'est le bisounours, c'est la personne qui est toujours là pour nous écouter. C'est la personne qui pardonne très facilement. C'est l'amour. Donc tout est lent chez le kapha. C'est lent à créer, mais c'est très stable après. Ça reste beaucoup dans le temps. Dans les pensées, la mémoire, c'est des personnes avec une excellente mémoire. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, le kapha, après, c'est aussi la personne qui a un rapport très émotionnel à la nourriture, parce que vu que tout est lent chez lui, sa digestion, elle est lente aussi. Donc, c'est la personne qui a besoin de moins manger. Un repas ou deux, ça suffirait pour lui. Mais il a un rapport très émotionnel. Il adore manger, il adore dormir. Il n'a pas besoin de dormir parce que il a beaucoup moins besoin de dormir que les autres deux types. Mais il adore rester au lit, il adore les câlins, il adore manger parce que c'est les câlins. Et du coup, c'est la personne qui est rapidement surpoids et qui a beaucoup de mal à perdre du poids. Donc, dans ce point de vue-là, il est un petit peu opposé du vata. Mais après, il y a des similitudes parce qu'il est très froid aussi, il est frais. Il est moins froid que le vata, mais c'est la terre et l'eau, donc c'est statique, donc ça c'est froid. Okay. Voilà, un petit peu pour comprendre les trois doshas. Ok, super. Merci beaucoup. Et je voulais faire un parallèle. Je viens juste d'y penser avec l'astrologie. Il y a beaucoup de gens qui font de l'astrologie, qui aiment bien, et moi aussi j'aime bien. Et j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, là, kapha, ça me penser aux signes de terre, signes Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, ils ont tous des subtilités un peu différentes, mais les signes de terre, c'est ça, c'est des gens qui sont ancrés. C'est peut être un peu, c'est dense, c'est terre à terre, ça va lentement, doucement, ça construit dans le concret. Les des signes vata, je voyais plutôt le Gémeaux. Voire même peut-être un peu de poisson, enfin les signes mutables, on appelle ça. Donc, surtout le Gémeaux qui a l'air vraiment très très représentatif du Vata, voire même un peu la Balance aussi. Et en Pitta, évidemment le Bélier.
Le lion, je mettrais en Pitta. Le lion, je mettrais en Pitta Kappa plutôt. Ben voilà, du coup, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui vient d'Inde, l'astrologie. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais je sais pas si on étudie beaucoup en Inde. Et en fait, finalement, on peut faire des correspondances avec l'astrologie. Peut-être qu'on peut faire même des correspondances avec la numérologie. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Alors du coup, Rita, à un moment donné, je t'ai coupé, j'aimerais bien revenir là-dessus. Tu parlais comme s'il y avait 3 doshas particuliers au niveau du mental. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces doshas-là, qui seraient du coup différents? Oui, oui, bien sûr. Alors, juste pour compléter ce que tu disais par rapport à l'astrologie, là, moi, j'ai vraiment pas de connaissances au niveau de l'astrologie, juste à un niveau personnel, ce que j'ai voulu chercher pour moi. Mais il y a justement une connaissance qui vient des Védas aussi comme l'Ayurveda, et c'est le Jyotish, c'est l'astrologie védique, donc qui est étudiée de façon différente et qui est pratiquée par beaucoup de médecins ayurvédiques. Quand ils ont un truc qu'ils voient qui vient des vies passées ou des choses comme ça, ils vont regarder donc dans les thèmes astrales des personnes à travers du Jyotish, parce que c'est vraiment relié avec l'Ayurveda. C'est une façon de faire l'astrologie directement liée à l'Ayurveda. J'intentionne étudier ça dans le futur. Wow, super. Maintenant, pour les 3 doshas du mental, certains l'appellent comme ça. La terminologie la plus correcte, ça serait gunas. Gunas, on peut le traduire par attribut. Donc, on a sattva, rajas et tamas. Alors, selon les textes ayurvédiques, selon la Charaka Samhita, c'est le texte le plus ancien, le plus renommé. Charaka, il nous transmet que les 3 doshas sont les causes des maladies dans le corps. Okay, donc, quand on a des maladies dans le corps, c'est causé par les doshas. Par contre, quand on a des problèmes psychiques, c'est tamas et rajas qui sont impliqués. Okay? Donc, on a les 3 doshas dans notre mental parce que ça fait partie de notre constitution de base, de notre constitution avec laquelle on est né. Mais quand il y a des équilibres, c'est ces 3 gunas. Alors, qui y sont? Sattva. Je ne sais pas si toi ou vous, la communauté, vous avez déjà entendu parler d'avoir un mental sattvique, être sattvique. Moi, j'ai entendu parce que j'ai fait du yoga et voilà. je disais c'est Rajak, ça va enlever les pensées tamasiques ou je sais plus, il y avait des termes un petit peu comme ça. Et du coup, j'avais relié tamas au kappa, rajas, je sais plus si j'avais relié au pitta et sattva peut-être au vata. J'avais fait des espèces de correspondances comme ça, mais qui sont pas forcément tout à fait justes. Alors, dans les textes classiques, on peut trouver des liaisons entre rajas avec autant pitta que kappa et vata et tamas pareil. Okay? Il y a toujours une raison par laquelle on va pouvoir les corréler, mais du coup, ce sont quand même des choses, c'est autre notion, ok? Moi, au début, j'avais cette notion de que rajas et tamas, c'était mauvais dans mes premières formations en Ayurveda. Et plus j'ai continué à étudier et à approfondir plus, quand j'ai commencé à étudier vraiment les textes et les fondements de l'Ayurveda, j'ai commencé à comprendre différemment. Parce qu'en fait, il n'y a pas de jugement de valeur. Ça n'existe pas en Ayurveda. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Sattva, rajas et tamas sont neutres. OK? Du coup, par exemple, quand on parle de la création de l'univers, selon l'Ayurveda, selon le Samkhya, c'est une connaissance qui précède l'Ayurveda, on apprend la création de l'univers, qui part de Purush, qu'on est tous reliés, etc., jusqu'à arriver aux 5 éléments qu'on parlait au début de cette interview. Au milieu de tout ça, il y a des actions qui se font. Ces actions, c'est Rajas. Toute la création de l'univers est créée grâce à Rajas, parce que Rajas, c'est celui qui est actif. Ok, c'est le seul des 3 qui est actif, qui permet de faire les choses. Ok. Après, on a tamas. Tamas, c'est celui qui permet d'arrêter, parce que quand on commence une chose, le matin, on se lève, on a besoin de rajas pour se lever. Mais à la fin de la journée, on a besoin d'aller dormir, on a besoin de retrouver notre sommeil pour récupérer. Et ça, on a besoin de tamas pour nous dire stop. Okay? Donc, c'est un petit peu ça, un rajas et un tamas équilibré. Le problème arrive quand
on commence à avoir un mental trop rajasique ou trop tamasique. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est très typique de notre société aujourd'hui. C'est qu'on est tourné vers la productivité, le faire, faire, faire. On ne se donne jamais le temps d'arrêter. On travaille en plus sur nos heures de sommeil parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, on fait quoi? On fait que stimuler rajas, rajas, rajas. Et quand on stimule de trop rajas, tamas, il a plus sa place. Et du coup, tamas, il commence à devenir un peu moins important. Et quand on est trop dans l'activité, du coup, on a beaucoup de mal à dormir, on a du mal à se poser, on a du mal à faire du silence mental. On a des pensées qui ne s'arrêtent pas, même si on n'est pas vata. Ça peut arriver à n'importe qui. Des pensées, des pensées, des pensées. Ça, c'est quoi? Rajas, rajas, rajas. Et tamas, il n'a pas sa place. Donc, c'est une activité trop rajasique. Donc là, on est dans cet équilibre. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que les personnes qui font un burn-out, des personnes qui du coup sont trop dans du rajas? Tout à fait. C'est l'explication selon l'Ayurveda pour un burn-out. Trop de rajas. J'en vois beaucoup au cabinet avant le burn-out, ce qu'on appelle le burn-in en naturopathie. Donc, c'est juste avant le burn-out. On voit tous les signes. Et moi, je les explique. Et je les explique selon, si c'est des pitta, des personnes avec mental pitta, j'explique tout de A à Z. Parce que le pitta, il a besoin de tout comprendre. Si c'est un kapha, je le parle par l'émotion. En général, le kapha, il faut le parler d'amour, de toutes ces choses-là. Le vata, ça dépend. S'il est prêt à écouter, vata, il faut surtout dans les consultations pas parler trop parce que sinon on les perd. Mais du coup, oui, j'essaie d'expliquer justement cette liaison rajas-tamas. Quand on est trop dans l'activité, on tombe dans le burn-out et du coup, quand on a trop d'activité, à un moment donné, on peut plus. Et là, on s'effondre. Et là, on tombe dans un mental qui est très tamasique. On est dépressif, on est léthargique, on a envie de rien faire, on comprend bien, on fait que pleurer, on est lourd. Notre mental, il s'alourdit, il s'obscurcit. Ok, donc ça c'est un excès de tamas. Et les idées tamasiques que les professeurs de yoga parlent beaucoup, donc ça va être parfois on peut avoir des tendances suicidaires. Une personne très tamasique, c'est une personne qui va vouloir faire du chantage émotionnel avec vous, des choses comme ça. C'est une personne qui est tamasique. Une personne tamasique aussi, c'est des maîtres de yoga ou des maîtres de méditation qui se disent sattviques. Ça on voit beaucoup parce que sattva en fait. C'est complètement passif. C'est un état de béatitude. Quand on est sattvique, on est juste, on est. En fait, on n'est pas en train d'agir, donc on n'est pas ni rajas, ni on est en train de s'arrêter. Juste, on profite de cet état de pureté, de luminosité, d'ouverture. On comprend qu'on est tous reliés, toutes ces choses-là. Ce qu'on appelle samadhi, on parle aussi de samadhi, de nirvana, tout ça. Ça, c'est un état sattvique. Ok. C'est un état qui a l'air assez agréable mais assez peut-être difficile d'accès, assez pur finalement. Alors, selon l'Ayurveda, on est tous sattviques. On est des êtres sattviques, ok, et on peut pas cesser de l'être. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, c'est tout bien. Mais là, on est incarné. On est là pour faire des choses. Donc, on a besoin de rajas et de tamas dans le bon équilibre, tout simplement, ok. Et puis, on a sur Terre des moments des moments sattviques. Moi, j'ai pu en avoir quand j'ai fait des méditations, des choses comme ça. Mais des fois, on a cet état où on voit cette liaison avec tout. Et on voit qu'il y a quelque chose d'autre, mais c'est un instant. Et à partir du moment que notre mental est dit « Oh, c'est trop bon ça, c'est fini », on n'est plus dans cet état-là. Parce que cet état, c'est un état où on n'est pas en train d'observer, d'analyser. On est. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir, il y a des maîtres qui en ont et qui arrivent très bien à se mettre dans cet état. Pour moi, c'est pas si évident de me mettre dans cet état. Ça m'est arrivé, mais c'est quelque chose qui est arrivé et qui est parti, quoi. C'est comme ça. Et des fois, on voit des professeurs justement qui disent, qui se disent sattviques, mais ça c'est tamas parce que ils ont eu cet instant-là.
Mais du coup, ils n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, ils se disent, je suis quelque part meilleur que les autres, même si c'est leur inconscient qui dit ça, parce que souvent, ce sont des personnes qui sont bienveillantes. Mais du coup, ils disent ça et c'est Tamas, parce que Tamas, il nous obscurcit, il nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Donc, une personne qui se voit, si on se dit sattvik, on ne l'est pas, en général. Mais oui, parce que Satvik, il dit pas, quoi. Il s'analyse pas. Voilà. Il aime pas. Voilà. Il est même pas dans cette. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une plante est Satvik? Parce que bon, elle est au final. Alors, je n'ai pas cette connaissance, je ne sais pas te dire. Il y a sûrement des médecins ayurvédiques qui ont fait des recherches là-dessus et qui peuvent donner des réponses. Moi, je pense que la plante, elle est un être vivant, mais ça, c'est une réponse que je te dis comme ça de ce que je sais. Elle aura probablement, parce qu'une plante, elle peut avoir des caractéristiques de Vata, Pitta et Kapha. Okay. Donc, je pense que probablement, elle peut avoir aussi Rajas et Tamas, je ne sais pas. Il faudrait voir au niveau de la pensée quelle est l'émotion des plantes. Je sais que les plantes, elles ont des émotions, mais comment est-ce que ça se manifeste? Comment c'est le mental des plantes? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question de façon... faut mieux rien dire quand on ne sait pas. C'est un peu pour titiller. Oui. Ok, du coup, c'est vachement intéressant par rapport à du coup ce mental. J'avais pas cette notion-là. Et du coup, comment toi t'en es venu à aller étudier tout ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à se connaître un petit peu en Occident, mais qui est pas non plus. Voilà quoi. Quand on propose l'orientation aux jeunes ados au lycée, on leur propose pas la médecine ayurvédique. Alors que comment t'en es venu étudier tout ça, toi? Alors moi j'ai des origines indiennes déjà. Ma grand-mère qui a aujourd'hui 100 ans, wow. Elle est indienne. Ça a l'air de fonctionner là, la médecine indienne. Je vais prendre rendez-vous direct. Elle est indienne, elle pratique pas l'ayurveda. Son père était médecin allopathique, hein. Okay. Mais dans tous les cas, j'avais entendu parler, je savais un petit peu ce que c'était. Alors moi, dans mes études, j'ai fait un petit peu comme tout le monde et j'avais aucune idée de ce que je voulais être. Donc j'avais fait des tests psychotechniques et ça avait donné infirmière. Donc j'ai fait infirmière, tout simplement. Et j'ai travaillé au bloc et aux urgences parce que c'est ce qui me correspondait. Et en fait, j'aime beaucoup et j'aime encore beaucoup ce métier. Mais en fait, il me manquait un truc. Donc, à un moment donné, je suis partie, j'ai tout quitté. Et je suis partie avec un billet simple d'aller en Inde. Et je me suis dit, je vais partir avec une mission, je vais me découvrir, je vais essayer de développer mon intuition et tout ça. Donc là, je me suis mise à l'entrée dans une école d'Ayurveda. Comme ça, c'est ce qui est venu à moi. En fait, dans ce voyage, qui finalement a duré 6 mois, j'ai fait que des choses qui sont venues à moi. Donc, j'ai fait différents types de méditation qui sont venus à moi. J'ai fait différents types de yoga. J'ai fait de l'Ayurveda. Voilà. Et en fait, finalement, je me suis trouvée et en rentrant, je suis rentrée parce que mon compagnon a eu un problème de santé. Il fallait que je rentre. Et à ce moment-là, il fallait que je décide, est-ce que je continue infirmière ou est-ce que je vais me lancer dans ce monde? Et c'était évident qu'il fallait que je travaille avec l'Ayurveda. Donc, voilà, c'est comme ça. Et plus ça avançait, plus ça s'est développé et plus je suis encore en train de cheminer, de comprendre qu'est-ce que je dois faire, en fait, quelque part, qu'est-ce qui est mon chemin, etc. Et là, je comprends que ça passe beaucoup par la transmission. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube parce que, voilà, à l'oral, je m'exprime bien, les gens me disent que j'explique bien, j'arrive à aider les personnes. Donc, voilà, c'est tout ça, c'est comme ça que je suis venue à ce chemin et que je continue. Et on ne sait pas la fin. Et non, c'est pas la fin. D'ailleurs, j'espère pour toi que ce n'est que le début parce que ça fait combien de temps que tu as commencé dans la médecine ayurvédique et la naturopathie? Alors, mon voyage, c'était en 2015-2016. La naturopathie, je l'avais étudiée avant parce que c'est en arrivant en France, donc 2011, d'entrée, je me suis mise à étudier la naturopathie pour moi. Donc, quand je suis partie dans mon voyage, j'avais déjà fini ces études-là. Okay. Et après, du coup, je me suis installée en 2016 ou 2017. Et voilà. Et je continue à étudier depuis. J'ai pas arrêté. Aujourd'hui, je collabore avec un de mes professeurs. C'est un médecin ayurvédique très renommé. C'est une grande chose de travailler avec lui. Et je traduis ses formations
en français. Et je les propose gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé à l'Ayurveda, venez voir ma chaîne YouTube. Ben ouais, allez-y, parce que c'est vrai que les formations, tout ça, le savoir, en fait, c'est quelque chose qui se connaît et qui coûte cher. Donc là, on peut avoir quand même pas mal d'informations qui sont très utiles pour soi, gratuitement. Donc ça, c'est vachement chouette. Voilà, et c'est une vraie formation de qualité. C'est-à-dire, quand j'ai découvert ce médecin, je me disais, mais c'est pas possible qu'il fasse ça gratuitement. Et aujourd'hui que je le fais sur ma chaîne, j'ai des personnes qui disent, mais c'est pas possible que vous faites ça gratuitement. Parce que c'est vraiment une super formation, mais c'est très enrichissant de le faire gratuitement, justement. Encore plus que si c'était payant, quoi. C'est ça qui est intéressant. Bon, super. Et alors du coup, je vais revenir un petit peu sur les doshas. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Que se passe-t-il quand des doshas sont déséquilibrés? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les rééquilibrer? Alors, je sais que tu as déjà donné quelques pistes quand tu as expliqué ce que c'était que les doshas, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour qu'on ait des idées assez claires dans notre tête de ce que ça donne selon cette médecine ayurvédique? Oui. Alors, on va étudier en Ayurveda 20 paires d'attributs opposés. Qui est par exemple le froid, le chaud, le lourd, le léger, des choses comme ça. Et puis on a une notion de base en Ayurveda qui est dans différents écrits, qui est écrite de façon différente dans différents écrits ayurvédiques, et qui dit que le semblable augmente le semblable et le contraire diminue. En pratique, ça veut dire quoi? Il fait froid dehors. J'ai froid. Donc, je vais mettre une veste chaude. Je vais me mettre face à un feu parce que c'est chaud. Je vais réchauffer mon corps. Le froid que j'ai intérieur va partir. Si j'ai froid, il fait froid dehors, j'ouvre la porte et je me mets comme ça, sans veste, sans rien. Le froid que j'ai à l'intérieur de moi va augmenter. Donc, dans le premier exemple, j'ai froid, je me mets au chaud. Le contraire diminue ma qualité, donc je deviens plus chaud. Et quand j'ai froid et que je me mets dehors alors qu'il fait froid, mon froid intérieur va encore augmenter. Donc mon déséquilibre va encore augmenter. Donc on va étudier ces 10 paires d'attributs opposés, donc les 20 Gurvadigunas, et on va toujours les utiliser pour donner le contraire. Donc par exemple, j'ai un feu digestif qui est trop puissant, qui me donne des aigreurs, des remontées acides. Parce que il va falloir que je vois, comme thérapeute par exemple, chez les personnes qui viennent consulter, pourquoi il est là, ça. Donc, est-ce que la personne elle mange trop épicé? Si la personne mange trop épicé, la première chose en Ayurveda, c'est arrêter la cause. Donc on arrête de manger épicé. Et puis on va donner des plantes qui vont justement basifier, pacifier ça. Donc on peut donner par exemple du jus d'aloe vera. Ça va apaiser un petit peu tout ça parce que ça c'est le contraire. On va toujours donner le contraire. Avec le mental, c'est un petit peu pareil, j'ai des personnes qui ont des pensées, des cogitations mentales, et c'est pour ça, par exemple, je vais voir le sommeil. Le sommeil, la raison pour laquelle on dort pas, ça peut être une raison digestive. J'ai trop mangé le soir, donc si c'est ça, on va agir sur ça. Ça peut être parce que j'ai trop de pensées. Si ça arrive, si j'ai des insomnies parce que je cogite trop avant de dormir, je vais instaurer une routine de vie qui va permettre d'apaiser le mental. Et une technique que je donne très souvent au cabinet, parce qu'elle est facile de mettre en place, et j'ai déjà parlé dans ma chaîne YouTube en plus, c'est de faire Nadi Shodhana. C'est une technique de yoga, de respiration. La respiration alternée des narines, c'est-à-dire qu'on inspire à droite, on ferme, on expire à gauche, on inspire à gauche, on ferme, on expire à droite, etc. Bon, on le fait lentement, bien sûr, avec une respiration ventrale, voire une respiration complète selon les personnes. Et ça me permet d'apaiser mon mental pendant que je suis en train de me concentrer sur ma respiration. Je suis pas en train de partir dans mes pensées et je vais m'endormir beaucoup plus facilement. Ça prend du temps. Une personne qui cogite depuis 10 ans, il faut un certain temps. Et puis, une personne qui a une grande cogitation mentale, elle a beaucoup de mal à faire de la méditation et de la respiration. Ils ont une grande résistance. Mais c'est là tout le travail du thérapeute d'expliquer pour que la personne comprenne
que c'est ça qui va changer sa vie. Que prendre de l'ashwagandha pour s'endormir, ça va pas sauver sa vie, quoi. Ça va aider un petit peu, mais ça va pas solutionner le problème. Ok, super, c'est vachement intéressant. Et est-ce que, moi j'ai l'impression qu'il y a des moments de la journée qui sont plus propices à ça, à telle ou telle chose, et notamment des moments de la journée où je vais avoir plus de pensées, des moments de la journée où ça va être plus calme. Est-ce qu'il y a certains moments de la journée qui sont du coup plus tamasiques ou plus rajas, ou des moments qui sont plus vata ou plus pitta ou plus kapha? Oui, alors là, on est plutôt sur la notion de dosha, parce que la notion de sattva, rajas et tamas, on va l'utiliser vraiment pour la psychologie ayurvédique, c'est assez spécifique. C'est pas réduit à ça, mais en ayurveda, on va l'utiliser plus dans ça. Par contre, les doshas, on les utilise tout le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'ayurveda est un petit peu mal comprise en France, et c'est ça le but que je me donne, c'est d'essayer de montrer aux personnes qu'est-ce que c'est la médecine ayurvédique et pas les massages ayurvédiques, parce que en fait, quand on comprend les doshas, quand on l'étudie en Inde, il y a des règles. Ici, en Occident, quand on parle des doshas, on parle direct des constitutions de base, comme on a fait dans cette interview, parce que c'est ça qui attire les gens. Mais en Inde, on n'apprend pas comme ça. Il y a tout un protocole de rajouter une notion après l'autre pour qu'on puisse comprendre. Et en fait, les doshas, ils ne se réduisent pas du tout à notre constitution de base. C'est beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des 3 énergies qui existent partout, existent dans tout, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Ils sont les 3 gérants de notre corps. C'est-à-dire que, par exemple, les poumons, ce sont des organes qui sont gérés par Kapha au niveau structurel et gérés par Vata par la fonction, parce que la fonction, c'est l'air et c'est Vata qui gère cette fonction. C'est Kapha qui va gérer parce que c'est les datus. Alors, c'est une notion un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on étudie tout un tas d'anatomie physiologie ayurvédique qui est différente de celle allopathique. Et du coup, les poumons sont Kapha, ok, voilà. Et voilà, pour revenir à ça. Et du coup, ils sont les gérants et ils vont toujours travailler les 3 ensemble pour gérer les fonctions du corps. Okay, donc ça, c'est la première notion qu'on apprend avec les doshas. Après, on comprend que les doshas, ils sont partout, ils sont dans chaque objet, ils sont dans chaque partie, dans chaque cellule de notre corps. Voilà. Et donc, ils se résument pas du tout à notre constitution. Ils feront partie de notre constitution, ils feront partie de notre déséquilibre. Par exemple, un problème de sommeil, il va avoir peut-être plus de vata ou plus de kapha ou les 3 doshas qui sont impliqués, etc. Les 3 doshas, ils vont être aussi impliqués dans les saisons. Il y a des saisons qui sont plutôt vata, il y a des saisons qui sont plutôt pitta et des saisons plutôt kapha. Est-ce que tu veux deviner lesquelles sont lesquelles? Alors, pitta, il est chaud. Tu dirais que c'est quoi comme saison? Plutôt que c'est l'été. Voilà, très bien. Ouais. Kapha, je dirais peut-être plutôt l'hiver. L'hiver, c'est plutôt Vata, parce que Vata, il est plus froid encore que Kapha. D'accord. Ouais, moi, Kapha, je voyais plutôt le côté un peu lourd de l'hiver. Voilà, oui. En fait, au contraire, l'hiver, on est très léger parce qu'on est très Vata et c'est pour ça qu'on mange lourd pour donner le contraire. Ok. Voilà, c'est plutôt cette logique-là. L'été, c'est chaud, on a chaud, donc du coup, on va se rafraîchir. Okay. Et c'est le printemps qui est plutôt la saison Kapha, où on a tendance à accumuler plus de mucus, etc. Il y a les âges aussi. Enfance, c'est plutôt Kapha. Et Kapha, c'est là où on accumule tous le mucus, etc. Donc, c'est pour ça que les enfants, ils ont tendance à faire des maladies ORL, des otites, des rhinos, des choses comme ça. Adolescence, âge adulte, Pitta. Quand ils sont adolescents, quand l'adolescent il commence à marquer ses empreintes, à dire je veux ci, je veux ça, ça c'est très Pitta. Il y a l'acné, ok. Il y a tout un tas d'inflammations. Il y a tout ce qui est enzymatique, tout ce qui est hormonal qui se met en place. Tout ça parce que c'est géré par Pitta. L'âge, le 3e âge, c'est plutôt Vata. La peau, elle s'assèche, on a plus de rides, on a une instabilité, on est plus faible, on a moins d'énergie. Voilà, tout ça, c'est Vata.
Ok. Et on a les heures de la journée. À la base, c'était ta question. Donc, je vais contourner la question tout autour pour arriver donc aux heures de la journée. Tout à fait. Donc, selon les horaires de la journée, par exemple, le repas le plus copieux qu'on peut faire, c'est celui de midi. Parce que entre midi et 14 heures, c'est là où Pitta est le plus fort. Ok. Tous les trois doshas, ils vont avoir 2 moments dans la journée. Ok. Donc, Pitta, c'est à midi et après, c'est à partir de 22 heures environ. C'est pour ça que si on se couche plus tard que 22 heures, on a beaucoup plus de mal à s'endormir que si on se couche avant, par exemple. Et tout ça, c'est pas des heures fixes comme ça. Il faut toujours regarder par rapport au lever et coucher de soleil et on le divise en 3. Et c'est comme ça qu'on va avoir les horaires exacts. Ok. Voilà. Super. Et du coup, même les aliments ou les activités qu'on fait peuvent être Vata, Kapha ou Pitta. Oui, alors il y a après une autre notion qui va rentrer en jeu, c'est la notion de rasa, ce sont les goûts. Ok, en Ayurveda, on a 6 goûts qu'on va analyser, et donc il y a des goûts qui vont augmenter certains doshas et des goûts qui vont diminuer. Ok, donc sans rentrer dans les détails, si on imagine une banane, on comprend qu'une banane, elle est beaucoup plus consistante qu'une pomme. Elle a beaucoup plus de matière. On comprend ça. Okay, donc, une banane, automatiquement, elle va avoir plus tendance à augmenter kapha qu'une pomme. OK? Pour avoir voilà, sans rentrer dans le détail des goûts. Après, par exemple, un pitta, il est chaud tout le temps. Donc, il va éviter les aliments qui ont tendance à chauffer, comme par exemple les viandes, tout ce qui est produits animaux. OK? Un kapha, il a intérêt à éviter tout ce qui est produits laitiers parce que kapha, il est déjà très gluant, il est très humide, on appelle ça snigda. Snigda, ça peut être traduit par humide ou huileux. Et donc, prendre tout ce qui est aliments qui sont très consistants comme ça, comme les produits laitiers, ça va faire que augmenter kapha. Donc, normalement, on arrête les produits laitiers au kapha, qui est un déséquilibre. Ou même dans un règle d'hygiène de vie, même s'il est équilibré, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Les produits animaux, ils sont pas interdits en Ayurveda. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ayurveda est végétarienne. C'est faux. Dans la Charaka Samhita, on a beaucoup de descriptions de tout un tas de viandes, même des reptiles et de trucs comme ça. Et l'idée, c'est de l'utiliser sous forme thérapeutique parce que c'est une médecine en Inde et c'est reconnu comme une médecine légalement. Donc, on va donner par exemple un vata qui est très affaibli. On va par exemple proposer des soupes, des bouillons avec des bouillons de viande par exemple pour le rétablir. Ou manger, voire de la viande s'il a du mal à créer des tissus. Voilà, c'est comme ça qu'on va utiliser la nourriture. Ok, ça marche, super. Ok. La question suivante, tu l'as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de maladie un peu courant par exemple, chez les femmes, il y a beaucoup d'infections urinaires. Et comment, du coup, ça serait traité en médecine ayurvédique ? Alors, justement, on ne traite pas des maladies en Ayurveda, on traite les personnes. Donc, en fait, on n'a pas, je ne peux pas te répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse. Il faudrait voir pourquoi cette personne a l'infection urinaire. Et en fait, donc la vessie, c'est un organe qui est pitta. Ok, il va avoir kapha qui est impliqué et il peut avoir vata qui est impliqué. Donc, il faudrait voir à l'origine pourquoi elle a commencé à faire ce genre d'infection urinaire. Est-ce que c'est plutôt physique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est alimentaire? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est un dosha qui est déplacé dans le siège d'un autre dosha? Est-ce qu'il y a un rapport mental? Tu vois, je ne peux pas te répondre à cette question. Et donc c'est vraiment chaque personne aura vraiment un traitement très différent parce que finalement ce qui est regardé c'est la personne et comment elle est. Donc finalement il y a une certaine connaissance de soi qui va être faite par cette médecine ayurvédique. Quand on va voir un médecin ayurvédique pour un problème, on en ressort avec une solution pour son problème et aussi avec des connaissances de soi qu'on n'avait pas avant.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que le métier de thérapeute ayurvédique, parce qu'on n'est pas médecin, hein, ici, c'est pas reconnu comme médecine, donc on est des thérapeutes. Et notre métier, c'est vraiment de conseiller la personne à changer son alimentation. C'est vraiment du conseil pour changer son alimentation, changer son hygiène de vie, changer quelque part la façon dont elle réfléchit, son comportement mental, pour être en accord avec sa vie. Et souvent, les personnes viennent avec une problématique, une maladie qui parfois est diagnostiquée, ou des fois c'est un mal-être que le médecin dit non, vous avez rien, mais il y a un mal-être qui est clair. Et en fait, nous, on va pas dire tiens, cette plante-là pour ça. On va faire tout un questionnaire pour comprendre ça. On va éventuellement lire le pouls, voir la langue, etc., lire la morphologie. Et en fonction de tout ça, on va faire une conclusion qui est provisoire. Parce que des fois, on a notre prakriti qui est caché par notre vikriti, c'est-à-dire le déséquilibre, notre constitution de base qui est cachée par nos déséquilibres. Donc, on va faire une conclusion provisoire sur ce que c'est la constitution de base de la personne. On va donner des conseils en fonction. Et puis, par la suite, on va équilibrer la deuxième fois qu'on voit la personne, la troisième, etc. Et on va toujours équilibrer jusqu'à que ça soit bon. Ok, bon, super. Dans tout ce que tu dis, la médecine ayurvédique a l'air d'être vraiment une médecine où on apprend des choses, on apprend des choses par rapport à un texte, par rapport aux anciens qui ont écrit toutes ces choses-là, par rapport à l'observation aussi. Finalement, on va observer son corps, on va observer les symptômes, on va s'observer soi. Est-ce que il y a aussi une part d'intuition dans cette médecine-là? Oui, complètement. Donc toute la partie spirituelle, déjà c'est une médecine qui voit les choses de façon fonctionnelle. Ok, donc on va pas parler déjà de médecine. Déjà, je ne devrais pas dire ça. D'entrée, on est parti sur quelque chose de pas bon alors. Ouais. Mais bon, on le dit parce que en Inde, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qui est décrit. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas une médecine. Et je me suis perdue. Je sais pas. C'était la question. Donc jusque-là, on parlait de l'Ayurveda comme des choses assez intellectuelles, en fait, une connaissance, à la fois une connaissance de soi et une connaissance donc des doshas, etc. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre partie qui est pas de l'ordre de la connaissance intellectuelle, mais qui serait plutôt de l'ordre de l'intuition, d'une écoute intérieure? Oui, tout à fait. Alors, on apprend, pas toutes les écoles, mais normalement, on doit apprendre ce qui est la création de l'univers, le Samkhya. Et donc, de là, on comprend que toute cette connaissance, tout ce qui existe, ça vient de Purusha. Purusha, c'est une conscience universelle réunie. Ok, et c'est de là qu'on est tous sattviques, etc. Il y a tout un tas d'étapes qu'on apprend jusqu'à arriver à une étape qui s'appelle Ahamkara. Et Ahamkara, c'est le moi, c'est le je, c'est on peut le traduire par ego, par exemple. Donc, c'est cette notion de que je suis individuel. Et avec cette notion que je suis individuelle, elle est importante parce qu'elle permet la diversification. Elle permet à tout un tas d'animaux d'être, à tous les êtres humains d'être différents, etc. Mais l'inconvénient, c'est que quelque part, ça nous fait la séparation de l'autre et on a cette impression de solitude, d'être seul. Voilà. Après, ça continue les étapes. Mais du coup, le fait d'étudier ça nous permet de comprendre que tout est Purusha. Ok. Donc, si on se connecte à ce Purusha, parce que dans cette notion de Ahamkara, on a le Jiva Atman. Le Jiva Atman, c'est la part de nous que toi tu parles beaucoup dans tes vidéos, c'est notre peut-être être supérieur qui est connecté à ce Purusha, qui est connecté à cette conscience universelle totale. Okay? Donc, il y a une part de nous individuelle qui est la même chose que cette conscience universelle, mais individualisée. Et du coup, si on comprend ça, quand on étudie l'Ayurveda, on comprend que le plus important entre suivre son intuition
et appliquer toutes les règles de logique qu'on apprend en Ayurveda, parce que on apprend avec des choses concrètes pour pouvoir aider les gens. S'il y a l'intuition qui sort et qui nous dit une chose qui est très évidente, c'est notre intuition qu'on doit suivre. Okay. Donc ça, c'est très clair. Et moi, je l'utilise dans ma pratique, ça. Mais ça, c'est quelque chose que chaque thérapeute doit développer. C'est chaque personne, hein, chaque personne sur Terre a besoin de développer ça, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu ou très développé dans notre société. Non, c'est pas très reconnu. Hein. On est plutôt dans une société dite cartésienne où tout est voilà, il y a une négation de tout ce qui est intuition, être relié à quelque chose de plus grand que soi, etc. Et une vision qui est très très matière, très matérialiste et A plus B, et puis il y a rien qui existe autour de ça. Donc finalement, la part de l'intuition dans la médecine occidentale, elle est quasiment nulle, quoi. Oui. Il faut que tout soit voilà, une logique mentale implacable. D'ailleurs, finalement, ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Ça se développe petit à petit. Ça va un petit peu mieux quand même. Mais bon, bah voilà, après, chacun son temps. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des époques plus Vata, plus Kapha et plus Pitta? Ça doit l'être aussi. Alors, mes parents, ils sont archéologues. Et moi, je suis nulle en histoire. Donc, je peux pas te raconter des histoires. Mais c'est juste une question d'analyser les Gurvadigunas, en fait. S'il y a une période de l'histoire où il y a une sécheresse très importante qui s'est manifestée avec une froideur importante, ça va être, par exemple, une période qui a été Vata. Tu vois, c'est comme ça qu'on va analyser. Mais franchement, je peux pas te donner d'exemple parce que non, c'est plus facile pour moi de voir les zones géographiques. Tu vois, une montagne va, comme quand on est dans l'eau, on est dans le froid, on va avoir cette notion Vata. Si on est plus proche de la mer, on va avoir plus de l'humidité, donc on est plus Kapha. Mais en fait, c'est toujours une question d'analyser les attributs. Et par exemple, à l'époque médiévale, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme attribut? Je sais pas. Il y a Tamas, c'est sûr, parce que c'est une période d'obscurcissement, parce qu'il y a toutes les personnes qui ont été rejetées, toute forme de médecine de tradition a été rejetée. Donc c'est sûr qu'il y a Tamas. Et maintenant, au niveau des doshas, il faudrait analyser, je sais pas. Analyser, ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Est-ce que, par exemple, tu disais que la mère, c'était plutôt Kapha. Est-ce que quelqu'un qui a un déséquilibre Vata, ça lui ferait du bien d'aller à la mer, par exemple? Oui, Vata, il a besoin. Le Vata pur, il est très bien dans les climats qui sont tropicaux, c'est chaud et humide. Parce que le Vata, il est sec et il a froid tout le temps. Donc, moi, c'est mon cas, j'adore. Je suis trop bien dans les endroits tropicaux, je revis. Voilà. Okay. Et pour un Pitta, il faut surtout pas, un Pitta, parce que le Pitta, c'est chaud, mais il a un certain degré et c'est pas snigda comme le Kapha, c'est pas très huileux, mais il a un petit peu d'eau quand même, donc il est un petit peu huileux. Et du coup, chaud et humide, pour un Pitta pur, il supporte pas. Il est pas bien du tout. Okay. Il a l'impression de pas respirer. Et tout. Ok, ça marche. Et alors, du coup, j'en viens plus à toi, Rita. Tu nous as, du coup, énormément renseigné et enseigné, en fait, sur la médecine ayurvédique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu la proposes? Alors, on sait que tu donnes, du coup, des formes de cours gratuits sur ta chaîne YouTube, mais je suppose que tu reçois aussi des gens, que tu fais des consultations. Est-ce que tu fais des stages, des choses comme ça? Oui, alors aujourd'hui, je fais donc des consultations sur Marseille, des consultations des soins, parce que tout ce qui est soins corporels, on a très peu parlé dans cette interview, mais ça fait partie aussi. On va toujours rééquilibrer des doshas, les énergies avec les huiles, on va les utiliser en fonction des doshas, etc. Donc, je fais ça sur Marseille, en présentiel avec des personnes en individuel. Je fais des groupes, des ateliers, des formes de mini-stages, des petits cours comme ça. Où je prends un peu de personnes, je prends pas beaucoup, entre 8, 10, pour bien personnaliser. Je fais des fois des petites formations aussi, des formations en réflexologie plantaire, aussi des formations en massage Ambienka. Tout ça, c'est en présentiel. Après, en ligne, j'ai créé des méthodes parce que j'ai trouvé qu'au cabinet, j'étais des fois un petit peu limitée parce que l'idée, c'est que la personne, elle transforme sa vie.
Et une première consultation avec moi, ça dure 1 heure et demie. Donc en 1 heure et demie, je dois aller droit au but. Je peux pas aller faire tout. En fait, du coup, il faut revoir les personnes, etc., savoir par email, etc. Et en fait, j'ai créé, par exemple, une méthode sur la nutrition ayurvédique où vraiment la personne, elle va de A à Z pour changer son alimentation. Donc ça, c'est une méthode complètement en ligne qui est faite en version vidéo et PDF pour que la personne suive petit à petit, qu'elle soit accompagnée. C'est vraiment l'idée d'accompagner. Là, j'ai mis mes notions d'Ayurveda, mais aussi des notions en naturopathie, parce que certaines notions de naturopathie sont plus faciles à comprendre et à mettre en place. Peut-être c'est une question de langage, hein, juste de mots que j'utilise qu'autre chose. Voilà. Après, j'ai créé aussi une méthode, d'ailleurs, c'est la première que j'ai créée. C'est une méthode pour s'épanouir, pour redécouvrir un petit peu la joie en soi. Quelque part, l'écoute de soi, son intuition, etc. Et là, c'est un parcours vraiment sur 6 mois, voire 1 an. C'est aussi une méthode en ligne. Et là, il y a des vidéos, des PDF et des audios de méditation. Et l'idée, c'est vraiment de prendre la personne par la main et l'accompagner dans le chemin de l'Ayurveda. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est un petit peu le chemin initiatique que j'ai eu quand je suis partie en Inde. Donc, j'ai mis des déclencheurs un petit peu comme moi j'ai été éveillée quelque part, comme c'était un petit peu mon parcours. C'est ça que j'ai essayé de recréer dans cette méthode en ligne. Voilà. Après, j'ai d'autres choses en ligne, j'ai d'autres petites formations, l'initiation à l'Ayurveda, j'ai des e-books, des choses comme ça. Voilà. Après, j'ai beaucoup d'informations déjà gratuites. Hein. Ben, c'est super. En tout cas, quand tu parles et quand tu l'expliques, on sent vraiment chez toi une envie forte d'aider, quoi. Pas juste une envie de proposer quelque chose pour proposer quelque chose ou pour se faire mousser, etc. Quand tu parles et quand tu dis les méthodes que tu as créées, on sent vraiment que tu as pensé à l'autre et ça, c'est vraiment super parce que on retrouve pas ça chez tout le monde. En tout cas, je mettrai en description de la vidéo tous les liens vers ton site internet et par rapport à tout ce que tu proposes parce que je pense que ça peut vraiment aider et intéresser beaucoup de monde par rapport à ça. On arrive là sur la fin de l'interview. Rita, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais dire, expliquer, donner que je n'aurais pas proposé en question? Oui, peut-être le test, si vous êtes curieux pour savoir quel est le dosha dominant de votre constitution, je propose aussi un test gratuitement sur ma chaîne YouTube. En fait, dans le descriptif de chacune de mes vidéos sur ma chaîne, je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube et comme ça, tout le monde pourra aller voir et accéder au test. Voilà, comme ça vous accédez. C'est un test en quelques questions, en 40 questions. Il y a beaucoup de questions. Et comme ça, et après, suite à ça, il y a beaucoup de conseils pour améliorer déjà votre vie. C'est gratuit. Super. Super. Écoute, merci beaucoup Rita. Donc comme j'ai dit, il y aura toutes les informations par rapport à Rita en description de cette vidéo, donc vers ton site, vers ta chaîne YouTube, vers ce fameux test. Et je vous invite à le faire rien que par curiosité. Et vous allez apprendre des choses et puis vous allez pouvoir apporter des éléments d'avancée pour vous et aller mieux tout simplement, apporter d'une compréhension et puis une nouvelle hygiène de vie qui sera du coup spécifique à vous et ce que vous avez besoin par rapport à votre propre équilibre intérieur. Merci à toi Rita. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à tous. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous dis du coup à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.